Vendredi 12 mai 2017. Il est midi à Londres, 13h à Paris. Le monde s'apprête à partir en week-end. Mais dans les sous-sols des services informatiques, les téléphones commencent à sonner. 1 fois, 10 fois, 100 fois. Dans un hôpital de la banlieue de Londres, un radiologue s'apprête à faire passer un IRM à un patient victime d'AVC. Chaque minute compte pour son cerveau. Soudain, l'écran de contrôle se fige. Une fenêtre rouge sang apparaît, un cadenas et un message écrit dans un anglais approximatif « Oups, vos fichiers ont été chiffrés ». Le médecin essaie de fermer la fenêtre. Impossible. Il essaie d'accéder au dossier patient, bloqué. En bas de l'écran, un compte à rebours infernal démarre. Il reste 3 jours pour payer ou les données seront détruites à jamais. Ce radiologue ne le sait pas encore, mais il n'est pas seul. Au même moment exact, la même fenêtre rouge s'affiche sur les écrans de Telefonica en Espagne, chez FedEx aux États-Unis, dans les usines Renault en France, où les chaînes de montage s'arrêtent net, au ministère de l'Intérieur russe. C'est une pandémie numérique. En quelques heures, le virus baptisé WannaCry infecte plus de 200 000 ordinateurs dans 150 pays. Ce jour-là, le monde a découvert avec effroi qu'un simple bout de code informatique pouvait être aussi létal qu'une attaque terroriste. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Invictis Pentest. Aujourd'hui, nous allons disséquer l'attaque la plus dangereuse de l'histoire d'Internet. Une histoire qui mêle la NSA, des espions nord-coréens et un héros de 22 ans qui finira les menottes au poignet. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter quelques mois en arrière. En août 2016, un groupe mystérieux surgit sur Twitter. Ils s'appellent les Shadow Brokers. Personne ne les connaît. Leur anglais est cassé et presque caricatural. Ils ressemblent à des trolls. Mais ce qu'ils ont dans leur besace va faire trembler Washington. Ils affirment avoir piraté l'Equation Group. Pour les non-initiés, l'Equation Group, c'est l'élite des hackers de la NSA, l'agence de renseignement américaine. C'est la division qui crée les cyberarmes les plus sophistiquées au monde. Les Shadow Brokers mettent ces armes aux enchères. Ils demandent 1 million de bitcoins, une somme absurde. Le monde rit, personne ne paie. Vexés, ou peut-être calculateurs, les Shadow Brokers décident de tout larguer publiquement. Le 14 avril 2017, ils publient un fichier. À l'intérieur, une arme nucléaire numérique, Eternal Blue. Alors, c'est quoi Eternal Blue ? C'est une faille Zero Day, inconnue jusqu'alors, située dans le protocole SMB de Windows. Le SMB, c'est le langage que les ordinateurs utilisent pour se parler sur un réseau local et partager des fichiers, imprimantes, dossiers partagés. Normalement, pour pirater une machine, il faut une interaction humaine. Un clic sur un mail, un téléchargement. Avec Eternal Blue, c'est fini. 0 clic. Si votre ordinateur est connecté au réseau et qu'il n'est pas mis à jour, le virus envoie un paquet de données malveillants et il rentre, instantanément. Il devient administrateur de la machine. Puis il scanne le réseau pour trouver la prochaine victime. C'est ce qu'on appelle un ver, worm. La propagation est exponentielle. Les créateurs de WannaCry n'ont eu qu'à se baisser pour ramasser cette arme laissée par la NSA et y greffer leur ransomware. C'est l'ironie ultime de cette histoire. L'arme qui a braqué les hôpitaux du monde entier a été financée par les impôts des citoyens américains censés être protégés. Retour au 12 mai. L'arme est lâchée. Et la cible la plus touchée, c'est le NHS, le système de santé publique britannique. Pourquoi eux ? Parce que par manque de budget, des milliers de machines tournaient encore sous Windows XP, un système vieux de 16 ans que Microsoft ne maintenait plus. C'était une passoire géante. L'impact est terrifiant. Les imprimantes des hôpitaux se mettent à cracher des messages de rançon en boucle. Les médecins ne peuvent plus accéder aux antécédents médicaux. On ne sait plus qui est allergique à quoi, qui a besoin de quel médicament. Le personnel doit revenir au papier et au stylo. Mais pour un IRM ou un scanner, le papier ne suffit pas. Les machines sont connectées. Le bilan du rapport d'enquête britannique fait froid dans le dos. 19 500 rendez-vous médicaux annulés. Des opérations chirurgicales vitales reportées. 5 grands hôpitaux ont dû déclarer un incident majeur et détourner les ambulances vers d'autres villes, parfois à 50 km de là. Quand vous faites un infarctus, 50 km de plus, c'est la différence entre la vie et la mort. Pour la première fois de l'histoire, la question dans les salles de réunion n'était plus « combien de données allons-nous perdre ?», mais « combien de patients vont mourir ce soir ?»
Alors que les gouvernements sont en panique totale, la solution ne va pas venir d'une cellule de crise à la Maison Blanche. Elle va venir d'une chambre en désordre dans le sud de l'Angleterre. Marcus Hopkins a 22 ans. Sur Twitter, il s'appelle MalwareTechBlog. C'est un passionné, un autodidacte qui vit encore chez ses parents. Il apprend qu'une attaque est en cours. Il revient de déjeuner, il se met devant son écran et il récupère un échantillon du virus. Il le lance dans un environnement sécurisé pour l'analyser. Et en regardant le code, il tique sur une ligne. Le virus essaie de contacter un site web. Un nom de domaine totalement imprononçable. Une suite de lettres aléatoires en .com. Marcus vérifie, ce domaine n'est pas enregistré. Il est libre. Par pure curiosité de chercheur, pour voir le trafic du virus, il décide d'acheter le domaine. Il va sur Namecheap, prix du domaine 10$ et 69 centimes. Il clique sur acheter. Il va se faire un café. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il vient d'activer le kill switch. Pourquoi ce domaine existait dans le code? C'était une sécurité des pirates pour contrer les antivirus, les sandbox. Si le virus arrive à se connecter à ce site, il se dit « Attention, je suis surveillé par des chercheurs en sécurité, l'internet est trop ouvert, je m'arrête pour ne pas être analysé. » Tant que le site n'existait pas, le virus continuait d'attaquer. Dès que Marcus l'a créé, tous les virus du monde se sont connectés, ont vu que le site répondait et se sont désactivés. Le sort de l'économie mondiale ne tenait plus qu'à un fil, ou plutôt à une transaction de 10$ faite par un jeune homme en pyjama. Du jour au lendemain, Marcus devient une célébrité mondiale. Les journalistes campent devant chez lui, il est remercié par les gouvernements, il est le sauveur d'Internet. Mais cette histoire a une fin douce amère, un vrai thriller psychologique. 3 mois plus tard, en août 2017, Marcus se rend à Las Vegas pour la DEF CON, la plus grande conférence de hackers au monde. Il est la star, il fait la fête, il loue des supercars, il vit son moment de gloire. Mais alors qu'il s'apprête à reprendre l'avion pour rentrer en Angleterre, à l'aéroport de Las Vegas, des hommes en costume l'interceptent. Ce n'est pas pour lui demander un autographe, c'est le FBI. Marcus est menotté et jeté en prison fédérale. Pourquoi? Parce que le FBI a fouillé dans son passé. Avant d'être un white hat, un gentil, Marcus était un adolescent sombre. À 16 ans, il avait codé un malware bancaire appelé Chronos. Le sauveur du NHS était aussi un ancien criminel. Il risquait 10 ans de prison. Heureusement, le juge a reconnu qu'il avait changé de camp et sauvé le monde. Il a été condamné à une peine légère, liberté surveillée. Mais sa carrière a failli s'arrêter là. Pendant que Marcus gérait ses problèmes judiciaires, l'enquête sur l'auteur de WannaCry a abouti. Tous les regards se sont tournés vers la Corée du Nord et son unité d'élite, le Lazarus Group. Les experts ont retrouvé dans WannaCry des bouts de code identiques à ceux utilisés lors du piratage de Sony Pictures en 2014. C'est la signature numérique de Pyongyang. Le but? L'argent. Le régime, étranglé par les sanctions, cherche des devises. Mais à cause du kill switch de Marcus, l'opération a été un fiasco financier. Ils n'ont récolté que 140 000$. Ils ont littéralement mis le feu à la planète entière pour gagner moins que le prix d'un petit studio à Paris. C'est le braquage le plus raté du siècle. WannaCry nous a appris une leçon brutale. La mise à jour n'est pas une option. Le correctif pour la faille Eternal Blue existait depuis 2 mois avant l'attaque. Si les entreprises avaient fait leur mise à jour, WannaCry n'aurait été qu'une anecdote. Aujourd'hui, les groupes de ransomware sont encore plus organisés. Ils ne chiffrent plus juste vos données. Ils les volent pour vous faire chanter publiquement. Si vous dirigez une entreprise, ne restez pas dans le déni. Chez Invictis, nous simulons exactement ce type d'attaque. Pour ceux qui veulent comprendre la mécanique, se former et obtenir les certifications qui font autorité dans l'ISO 27001, je vous renvoie vers la référence absolue, cyberiso.fr. C'était Invictis. Mettez à jour vos systèmes maintenant et à la prochaine.